Bonjour. Il n'y a pas assez d'une vie pour comprendre l'art, c'est pourquoi, tout à fait cessante, je vais continuer à lire mes fiches de Faucillon sur Art d'Occident, l'architecture romane. Voilà, bon. Alors, dans mon souvenir, on avait parlé beaucoup de l'influence de l'islam sur sur les architectures, euh, sur les architectures dans le sud de la France. Et je m'étais dit après coup que bon, l'islam c'est vaste, hein, ça, je sais plus si il dit ça de manière, s'il vient nommer des architectures précises, mais il me semble que ça pourrait être un petit peu plus précis. Voilà. Euh, il me semble aussi qu'il y avait des définitions que j'ai dites un peu vite fait et que j'ai fait que apparaître à l'écran et ça serait peut-être bien de les redire. Voilà, je crois que la définition qui n'était qu'apparue à l'écran et qui n'avait pas été dite, donc c'est la définition de pilier fasciculé. Voilà, donc un pilier fasciculé, ça désigne un pilier composé d'au moins 5 colonnes ou colonnettes collées les unes aux autres et qui forment un tout sans qu'on puisse voir le noyau. Colonne ou pilier principal. Donc le noyau, hein, c'est la colonne ou le pilier principal. Donc là, on ne peut pas le voir au centre, sans qu'on puisse voir le noyau au centre. En deçà du nombre de 5 colonnes extérieures, on parle, selon les cas, de piliers de 4 colonnes, de piliers composés ou de piliers cantonnés. Les colonnes placées autour du noyau permettent de porter à la fois les voûtes, les bas-côtés et les voûtes de la nef. Il s'agit d'un élément caractéristique de l'art gothique. Ah oui, bah pourtant c'est dans l'art roman là qu'il en parle, mais bon, voilà. Donc, chapitre 3, le décor roman. Grand 1, le sentiment épique dans l'iconographie. Sculpture, deux petits points, ouvrez les guillemets, caprice souvent indéchiffrable, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, nous nous reconnaissons dans la sculpture gothique. Nous y retrouvons notre humanité. Là, il manque un mot, j'ai oublié un mot. Elle est notre contemporaine encore. Elle est encore notre contemporaine et presque notre voisine, bien plus que la sculpture de la Renaissance. Bien plus que la sculpture de la Renaissance, fondée dans son principe sur la résurrection d'un passé pour lequel nous ne pouvons plus éprouver qu'une admiration et une amitié intellectuelle. Fermez les guillemets. Donc ça, c'est des idées de Faucillon, hein, qui pense que la sculpture romane, elle nous est plus familière que la Renaissance, puisque la Renaissance déterre un passé qui, lui, ne peut que nous être étranger, puisqu'il est très très lointain. Ces images, ouvrez les guillemets, sont comme la mémoire figurée de notre vie ancienne, la nôtre, celle de nos villes et de nos faubourgs, celle de nos campagnes. Fermez les guillemets. L'art roman, ouvrez les guillemets, abonde en monstres, en visions, en écriture abstraite. Il nous paraît d'abord bien plus ancien que l'âge dont il est pourtant l'expression fidèle, et que l'architecture à laquelle il se conforme si étroitement. Fermez les guillemets. Bon, puis ça me gonfle de dire ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, donc on va partir du principe que c'est des prises de notes, que de toute façon, j'écris vraiment presque tout pareil, et quand j'écris pas tout pareil, j'essaye de rester cohérent par rapport à ce qui est dit.
Voilà, donc on est, les prises de notes, ça sert à quoi? Ça sert à avoir quelque chose d'un peu plus court que le livre, hein. Interrogeons-le d'abord comme système de signes avant de l'interpréter comme système de forme. Chaque art est deux fois un langage, par les fables qu'il a choisies, par le tour qu'il leur imprime. Ça, c'est page 225. L'iconographie romane est épique. Et pour rappel, je mets la définition de épique. Épique, digne de figurer dans une épopée. Raconte en vers une action héroïque. Fermez la parenthèse pour la définition. Donc, l'iconographie romane est épique. Elle donne au Dieu fait, elle donne au Dieu fait homme et à l'homme, image de Dieu, des proportions surhumaines, parfois même une figure étrangère à l'humanité. Elle les entoure d'un cortège de monstres qui les enlacent dans leur repli. Choix des pages les plus extraordinaires de la Bible comme pour présenter au peuple un avertissement terrible. Par exemple, le jugement dernier. Les fidèles qui entrent dans l'Église n'y sont pas accueillis par le Christ évangélique des trumeaux du XIIIe siècle. Il faut qu'ils défilent sous le tympan du jugement dernier. Donc les trumeaux du XIIIe siècle, donc déjà le XIIIe siècle c'est le gothique, et les trumeaux, définition du trumeau, portion du mur d'étage comprise entre deux baies. De même qu'un crénolage se compose de créneaux qui sont les vides. Ah, les créneaux, c'est les vides. Et de merlons qui sont les pleins. Le mur d'un bâtiment comprend des trumeaux et des fenêtres à chaque étage. Utilisé dans l'architecture du Moyen Âge pour désigner les piliers qui divisent en deux baies les portes principales des grandes salles, des nefs d'église, etc. Bon, et puis comme il est question du fidèle qui doit défiler sous le tympan du jugement dernier, j'ai mis aussi la définition de tympan, que j'avais déjà dû mettre il y a longtemps, mais c'est en répétant qu'on se rappelle. Un tympan, c'est un espace semi-circulaire d'un portail, compris entre le linteau et un arc en plein cintre ou une voûte d'ogive. Dans l'architecture antique, le tympan est la surface triangulaire délimitée par les corniches rampantes et la corniche horizontale d'un fronton. Fermez la parenthèse. Bon, c'est pas inutile de remettre la définition parce que je savais pas que le bidule triangulaire sur les architectures grecques antiques, c'était aussi un tympan. Bon, là j'ai mal écrit, donc je vais avoir du mal à trouver. Voilà, sur le tympan de la lande de Culzac, le glaive de la parole jaillit des lèvres du Christ apocalyptique. Sur les tympans de Corneilla de Conflans, à Mauriac, le dieu de l'Apocalypse se tient au milieu, seul ou entre deux anges, qui semblent soutenir et aviver le halo de flamme où il réside. Seconde moitié du XIIe siècle. Ce modèle se répète dans la France septentrionale,
accompagnés de tétramorphes évangéliques. Entre parenthèses, un tétramorphe, ou qui peut aussi être aussi dit les 4 vivants, représente les 4 animaux ailés qui tirent le char de la vision d'Ézéchiel. Donc il y a un livre d'Ézéchiel, hein, et puis il y a aussi l'Apocalypse attribué à Saint Jean. Donc ces 4 animaux apparaissent dans ces deux livres. Et puis j'ai lu la définition de tétramorphe aujourd'hui dans un autre livre d'histoire de l'art, et j'ai retenu un truc que dans un premier temps, ça représente ces quatre animaux. Et puis par la suite, ça sera lu par les pères de l'Église comme étant les attributs de saints. Alors par contre là je me souviens plus lesquels, hein. Je crois que c'est il y a Matthieu dedans, enfin je m'en souviens plus. Il y a un animal qui devient l'attribut de 4 des saints. Fermez la parenthèse pour la définition. Mais c'est sur les tympans languedociens de la première moitié du siècle que le thème se développe avec toute l'ampleur de l'épopée. Le Christ juge, qui fonde son royaume sur l'anéantissement de l'univers et sur le châtiment des pécheurs, sort du mystère des temps révolus comme une apparition surgit soudain aux yeux des fidèles épouvantés. Il est entouré de formes convulsives, accompagné de 24 vieillards, porteurs de lampes et de viols. Fermez les guillemets. Donc là, la viole, c'est un instrument de musique. Moi, je ne savais pas, hein, on n'est pas obligé de savoir. Enfin, il y a un moment où je savais pas. Là, maintenant, je sais. Là, maintenant, tel que je lis, je sais. Mais je sais qu'il y a un moment donné où je savais pas. Donc, c'est légitime de le dire, quoi. Tympan de Beaulieu. De petits points. Le Christ a derrière lui la croix de son supplice et de la rédemption des hommes. Tympan de Vézelay. Ouvrez les guillemets. Même lorsqu'il est le Christ de la Pentecôte, donnant leur mission aux apôtres, comme à Vézelay, il est encore un Dieu terrible. Le monarque oriental de Moissac est le seigneur d'un monde auquel n'appartiennent plus le bon pasteur des catacombes, le Christ de Psamathia, toutes ces figures de la chrétienté hellénistique qui associe encore le divin à la beauté harmonieuse et à la jeunesse de l'homme. Remarque personnelle, le Christ roman est terrifiant. Il n'est ni beau ni harmonieux. Pour ceux qui pensent que l'art c'est forcément que le beau, hein, ce qui suscite un sentiment de terreur, c'est pas le beau. Et donc, on a un nouvel exemple, comme à chaque fois qu'on ouvre n'importe quel livre d'histoire de l'art, que le but de l'art, c'est pas le beau, que l'art peut accueillir bien d'autres variantes que juste la laideur et la beauté, que le monde est plus varié que la laideur et la beauté. Fin de la digression. Thème à provenance lointaine, orientale. Le thème de l'adoration des rois remonte à la plus haute antiquité. Sur les monuments sumériens, elle est accompagnée de l'étoile annonciatrice. Ouvrez les guillemets, en Syrie, en Mésopotamie, en Transcaucasie, en Égypte, les chrétientés orientales avaient recueilli un héritage iconographique plusieurs fois millénaire. Ah oui, donc là, ce qu'il dit, c'est que les chrétientés orientales ont repris des choses qui précèdent la chrétienté, en fait. Ouvrez les guillemets.
Elles avaient inventé à leur tour et défini pour longtemps des espèces de stéréotypes qui fixèrent les images. Fermez les guillemets. Les 3 thèmes de petits points. 1. Cycle de la nativité. 2. Cycle de la passion. 3. Les paraboles abondent en traits orientaux. Donc ça, c'est page 231. Exemple, Daniel debout entre les lions qui lui lèchent les pieds. C'est le Gilgamesh, dompteur de fauves de l'art assyrien. Fermez les guillemets. Thèmes orientaux introduits en Occident et revêtus d'une signification chrétienne. Tonalité exotique dans le choix et le traitement des sujets. Monstres étranges nombreux. Ouvrez les guillemets, l'homme même perd son identité et soumis à la loi des métamorphoses qui sans cesse crée, défait et reconstruit cet univers, il devient monstre à son tour, même quand elle respecte la vraisemblance, la vie animale y est d'une déconcertante richesse. Bon là, Faucillon parle d'iconographie, hein. Et je sais pas si c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Bon, je sais pas par ailleurs si moi j'aime bien l'iconographie. Je crois que je préfère la forme plastique, mais en tout cas, Faucillon est vraiment très bon quand il parle de forme plastique. Et je sais pas si ce qu'il dit là est toujours d'actualité aujourd'hui, si ça a été confirmé par les histoires de l'art suivantes. Les manuscrits du groupe Visigoth, comme le Sacramentaire de Gélone, sont remplis d'animaux d'Asie. Ils reparaissent dans les églises, souvent copiés d'après les ivoires arabes. Ok, donc il y a dans des églises des choses qui ont été transmises par les ivoires arabes. Il y a des ivoires arabes? D'accord. Faudra chercher ça. Ouvrez les guillemets, les créatures se dédoublent, s'unissent, acquièrent 2 têtes avec un seul corps, 2 corps pour une tête unique, s'étreignent, se dévorent pour renaître une fois de plus dans une mêlée, dans un tumulte indéchiffrable. Fermez les guillemets, page 232. Qui semble appartenir au caprice ou au délire d'un rêveur solitaire et qui, cependant, se retrouve dans tout l'art roman comme les figures d'un vaste songe collectif. Fermez les guillemets. Contraste entre le tumulte des ornements, des images et l'ordre. La stabilité de l'art de bâtir. Bien, ça c'est intéressant, j'aurais dû le souligner. Hein. Il y a un contraste entre le tumulte des ornements, donc un désordre, et la stabilité et l'ordre de l'art de bâtir. 2 petits points. Ouvrez les guillemets, n'y a-t-il pas une contradiction singulière entre l'ordre des églises et ce tumulte d'images, entre les règles d'un art de bâtir dont nous nous sommes attachés à montrer la puissance, la stabilité, la qualité raisonnée, et les règles d'une iconographie qui, entre la transfiguration de Dieu et la déformation des créatures, ne connaît guère de moyen terme. Remarque personnelle, expressionnisme contre juste milieu classique. Oui, on pourrait dire aussi expressionnisme contre idéologie moderniste et fonctionnaliste, sauf que bon, l'expressionnisme fait partie du modernisme aussi. Enfin bon, disons que dans ce contraste-là, on le retrouve à d'autres époques, voilà, de manière très différente bien sûr. Enfin,
entre un art monumental dominé par une conception du plan et des masses qui n'appartient qu'à l'Occident et une iconographie qui a puisé en Orient la plupart de ses richesses. Fermez les guillemets. Oui, alors que les images et les sculptures prennent une part de leur inspiration entre guillemets Orient, pourquoi pas, mais pas tout, quoi. Y a pas la plupart, quoi. J'en sais rien. Voilà, je sais pas. Si il y a des vrais historiens d'art qui passent par là, dites-moi si Faucillon va trop loin ou si c'est avéré que la plupart des richesses sculpturales et des images romanes viennent d'Orient. Il y a le livre de Baltrusatis là qui dit qu'il y a effectivement que les images du Moyen-Âge sont traversées par des influences qui viennent d'absolument partout. Mais il y a aussi des créations sur place, et puis de toute façon, les images qui viennent d'absolument partout, elles sont très fortement réinterprétées. Voilà. Grand 2, le style. Technique architecturale. Ouvrez les guillemets, en ce sens, technique architecturale, en ce sens qu'elle soumet les figures au cadre où elles doivent prendre place. Fermez les guillemets, et technique ornementale car elle dessine les figures et les combine avec des schémas d'ornement. S'opposant aux formes académiques de l'art antique, ça c'est écrit page 233, et favorisée d'autre part par l'expansion en Europe d'un répertoire abstrait. Elle tendait à substituer à la vraisemblance des images leur juste adaptation à un cadre, à remplacer l'harmonie et les proportions de la vie par l'harmonie et les proportions d'une ordonnance. Fermez les guillemets, donc d'une ordonnance ornementale. Et c'est peut-être là qui parle d'abstrait, d'une ordonnance abstraite. Bon, il y a des motifs décoratifs clairement abstraits dans certaines églises romanes, notamment dans le Puy-en-Velay, dans le mont d'Aiguille, là. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement ce mont-là, qui est l'équivalent de la roche volcanique, là, qui est de la roche volcanique qui reste et qui fait cette espèce de pic. Ouvrez les guillemets. Le génie de cet art est d'avoir associé la sculpture aux fonctions. Sculpture dans l'architecture et par l'architecture. Le dans est souligné. Sculpture dans l'architecture et par l'architecture. Économie rigoureuse, elle ne se déploie pas sur toutes les murailles, mais aux chapiteaux, aux tympans, aux archivoltes. Entre parenthèses, archivolte, ensemble d'ornements, sculptures ou baguettes qui encadrent une arcade en soulignant les contours supérieurs et inférieurs des voussoirs ou claveaux de l'arc. Fermez la parenthèse. Le développement des sculptures dépend d'une contrainte despotique exercée par des cadres peu faits pour recevoir l'image de la vie. Elle est intéressante cette phrase, c'est des manières intéressantes de formuler les choses. Le développement des sculptures dépend d'une contrainte despotique. La structure architecturale est despote avec la sculpture. Des contraintes despotiques exercées par des cadres
peu fait pour recevoir l'image de la vie. C'est un cadre, et la sculpture, c'est la vie. Et c'est la vie qui est contrainte par un cadre despotique. Le sculpteur roman communique à ses figures un mouvement, une mimique, une dramaturgie. Donc la phrase suivante, je l'ai soulignée. Ouvrez les guillemets, pour entrer dans l'ordonnance de la pierre, l'homme est forcé de s'incurver, de s'arc-bouter, d'allonger ou de rétrécir ses membres, de devenir géant ou de devenir nain. Il sauve son identité au prix de déformation et de rupture d'équilibre. Il reste homme, mais dans une matière plastique qui se soumet, non aux caprices d'une pensée ironique, mais aux nécessités d'un ordre qui le dépasse. J'ai mis une petite remarque personnelle entre parenthèses. On pourrait aussi dire qu'il y a interaction entre le cadre et la figure. Oui, on n'est pas obligé de dire que la figure se soumet au cadre. On pourrait aussi dire qu'il y a une interaction entre... Mais c'est vrai que le cadre est beaucoup plus grand que la figure, là. Voilà, mais ça serait juste une autre manière de dire. On pourrait essayer de trouver une autre manière de dire que la figure se soumet à un cadre despotique. C'était juste pour essayer de trouver, mais peut-être c'est pas valable. Donc ça, c'était intéressant, tout ça, on va le relire. Pour entrer dans l'ordonnance de la pierre, l'homme est forcé, comme si on forçait l'homme à s'incurver, à s'arc-bouter, d'allonger ou de rétrécir ses membres, de devenir géant ou de devenir nain. Mais on le force. Là j'insiste un peu sur la manière dont Faucillon parle. Parce que, je sais pas, on dirait qu'il y a une structure despotique qui force quelqu'un. On dirait qu'il parle de politique, quoi. Et l'homme, du coup, il sauve son identité au prix de déformation et de rupture d'équilibre. Hein, il arrive à sauver son identité, mais ça l'oblige à rompre son équilibre, sa stabilité. Ça l'oblige à se déformer. Il reste homme, c'est-à-dire son identité, il reste lui-même. Je pense, là, il faudrait entendre, il reste humain, mais dans une matière plastique, et là, je pense qu'il faut entendre plastique comme malléable, dans une matière plastique qui se soumet. Et là, c'est important ce qui vient, l'homme, la figure, se soumet non au caprice d'une pensée ironique. Alors, je ne sais pas à quoi il pense. Je ne sais pas s'il pense à des sculptures précises qui se soumettraient au caprice d'une pensée ironique. Mais en tout cas, là, ce n'est pas le cas. Les déformations sont dues à un ordre qui dépasse la figure. Fermez les guillemets. Donc là, il part vraiment dans des trucs métaphoriques assez dingues. Ouvrez les guillemets. Les chapiteaux de Saint-Benoît-sur-Loire nous ont fait connaître de remarquables exemples du passage du chapiteau corinthien, qui jamais ne fut traité avec plus de largeur, au chapiteau figuré. Donc c'est à Saint-Benoît-sur-Loire qu'on peut voir encore des chapiteaux corinthiens, donc traités avec largeur. Ça doit être traité avec
soit une certaine liberté ou qui sont plus aussi bien traités qu'à l'époque du chapiteau corinthien des vrais, quoi. Et, donc il y a le passage du chapiteau corinthien à des chapiteaux, là pour le coup romans, qui sont figurés. Les décorateurs romans respectèrent le gabarit de l'épanelage. Les colorettes, les volutes d'angle, les médaillons, mais en y incorporant peu à peu l'homme, la bête, des compositions à figures multiples. Entre parenthèses, épanelage, taille d'un bloc de pierre ou d'un autre matériau dur par pans et chanfreins, en laissant autour des formes à sculpter une certaine quantité de matière, précède le dégrossissage. Alors, l'épanelage précède le dégrossissage. L'iconographie romane doit parler. Remarque personnelle, dire un propos, raconter une histoire. L'iconographie romane doit parler sans affaiblir les masses monumentales et leurs fonctions. Ouvrez les guillemets, les disproportions et les flexions que ce traitement fait subir à l'organisme vivant lui prêtent une éloquence inattendue. Continuité des mouvements des figures, traitement qui engendre des systèmes compacts dont rien ne peut être isolé sans que soit ruinée la massive unité du tout. Donc ça, j'ai souligné un traitement qui engendre des systèmes compacts dont rien ne peut être isolé sans que soit ruinée la massive unité du tout. Ça, c'est intéressant, hein, ça veut dire que le truc est vraiment pensé de manière complète et qu'on ne peut pas prendre un petit morceau en disant ça c'est bien, ça c'est beau, j'en veux une reproduction chez moi. Bah non, ça n'a aucun intérêt. La chose est pensée comme système compact, complet. Voilà. On n'isole pas une chose. Déjà, si on isole une chose, la chose toute seule n'a pas de sens, quoi. Ça ruine la massive unité du tout. À la narration dénouée d'une frise succède la force complète du drame, son élan composé, sa mimique accentuée par la déformation. Fermez les guillemets. De la même manière que le chapiteau corinthien, le chapiteau cubique accueille la décoration figurée. De même pour le chapiteau en tronc de pyramide renversé, les chapiteaux qui surmontent des colonnes jumelées ou très voisines, avec lesquelles il arrive que le lien d'une composition homogène de l'une à l'autre masse entraîne des applications inattendues, mais logiques de la règle de l'ordonnance. Figure 100, page 236, du chapiteau corinthien au chapiteau à figure. Oui, donc c'est l'image que Faucillon montre pour parler du chapiteau corinthien au chapiteau à figure. Problème des archivoltes. 2 petits points. Comment placer l'image de la vie dans ces voussures semi-circulaires arrondies autour du tympan? Entre parenthèses, archivolte. Ornement qui souligne les contours des voussoirs ou claveaux. Donc là, j'ai fait une définition courte parce qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps.
Il y a des définitions comme ça que je retiens. Et il y a des définitions comme ça que je dois tout le temps réécrire quand je lis et dont je ne me souviens pas. Je ne sais pas pourquoi. Art Poitevin, 2 petits points. Richesse des solutions. Comme s'il voulait compenser l'absence de tympan pour les archivoltes. Non, c'est richesse des... Parce qu'il y a une petite astérix pour dire... voilà. Richesse des solutions pour les archivoltes. Comme s'il voulait compenser l'absence de tympan. Procession de porteurs d'offrandes dans les claveaux. Tête de chevaux au niveau de la clé. L'être vivant devient une courbe de l'architecture. La voussure elle-même. Donc ça, il a écrit ça, page 238. Au centre de la voûte, les corps des figures soit franchissent la clé supérieure, soit les têtes de 2 corps symétriques s'y rencontrent et s'y affrontent dans le sud-ouest. Tout ça, c'est dans le sud-ouest. Voilà. À Aulnay, le plus bel exemple de conformisme architectural, c'est-à-dire la figure se conforme à l'architecture, le plus bel exemple de conformisme architectural de tout l'art roman, de petits points, c'est un guerrier qui disparaît presque entièrement derrière son haut bouclier, dont l'arête prolonge avec rigueur l'arête de la moulure, de profil rectangulaire, et donne ainsi un homme moulure. Fermez les guillemets. Oui, alors ça, je m'en souviens. C'est un type qui a un bouclier, et le bouclier fait un angle droit. Et avec son bouclier qui fait un angle droit, il s'arrondit et il fait la voussure. Et dans mon souvenir, d'ailleurs, il y a plusieurs soldats qui font la voussure. Juste au-dessus, il y a encore un soldat, puis il y en a sur toute la voussure. Bon, on ira vérifier. Je mettrai l'image à l'écran. À Castelvielle, Gironde, l'exécution a quelque chose de rude et de populaire. C'est marrant ça, le fait de mettre à côté populaire et rude. Hein. Si c'est rude, c'est forcément populaire, et si c'est populaire, c'est forcément rude. Bon, on va garder que rude. Ouvrez les guillemets. Parfois, l'image de l'homme essaie d'échapper, dans une certaine mesure, à cette servitude. Au lieu d'obéir à la gravitation vers le centre, au lieu de suivre le parcours de la courbe, elle est tangente à cette dernière, selon un angle qui ne varie guère. Au creux du portail, elle dresse et penche successivement sa haute stature où le ventre fait une saillie légère, ponctuée entre le haut des jambes par un accent d'ombre. Mais cette demi-liberté qui donne satisfaction à l'instinct statuaire des Poitevins est combattue par la règle architecturale qui définit, ici comme ailleurs, les aspects essentiels de la sculpture romane. Composition d'un tympan, 2 petits points. Elle n'est pas déterminée par une vague symétrie. Le tympan est à la fois déploiement et concentration. Ouvrez les guillemets. Il semble que la composition en éventail soit la plus propice et la plus harmonique. Mais les sculpteurs romans ne s'y sont pas limités. Autre composition de petits points 1.
Triangle formé par la progression des têtes vers l'axe central et souligné par les rayons de feu partant des mains du Christ. Entre parenthèses dans le Vézelay. 2. Ensemble de cadres rectangulaires. Entre parenthèses à Carnac, à Cahors. 3. Composition qui s'épanouit comme une fleur, comme une palmette, dont les lobes sont des figures vivantes. Entre parenthèses, palmette. Qu'est-ce que c'est une palmette? La palmette est un motif ornemental et décoratif en forme de feuilles de palmier. Elle peut être lobée ou au contraire effilée, fréquemment combinée avec des rinceaux. Bah oui, mais du coup, lobé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un lobe de petits points? Encadrement de baies en pierre de taille, en forme de dentelle, découpée en nombres impairs, divisée en compartiments. Voilà, fermez la parenthèse pour les définitions. À hautain, ouvrez les guillemets, les morts qui se réveillent de leur funèbre sommeil et qui déjà fléchissent d'épouvante sous la griffe des démons, semblent devoir se comporter plus librement dans leur cadre rectangulaire, qui est celui de la frise. Fermez les guillemets. Remarque personnelle, plus de liberté dans la frise antique que dans la forme romane. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Ça, je sais pas d'où je sors ça. Il faudra... je mettrai une frise romane et une frise antique l'une au-dessus de l'autre pour qu'on puisse comparer. 5 fois de conque. La composition commence dès le linteau. La stature des morts diminue progressivement à mesure que les doubles rampants pèsent sur eux. Ouvrez la parenthèse, un rampant, qu'est-ce que c'est? C'est un élément dont l'axe est en pente. Ah oui, ça peut être n'importe quel élément dont l'axe est en pente. Par exemple, un rampant d'une toiture, un rampant d'un fronton antique. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets, le principe d'une exacte conformité au cadre appliqué d'une manière absolue donne, nous en avons de nombreux exemples, des êtres rigoureusement définis par des figures géométriques, des hommes comme le charmant Baladin, des hommes cercles comme le charmant Baladin qui fait la roue à la clé de l'archivolte de Vézelay, au sommet du zodiaque, des hommes losanges, des hommes rectangles, fermez les guillemets. Mais cette dernière figure, les hommes rectangles, ne saurait satisfaire cette inquiétude du mouvement dont l'art roman est tout empli. Il y a une inquiétude du mouvement dans l'art roman, contrairement à d'autres périodes qui prôneraient plus la stabilité ou le statique. Ouvrez les guillemets, au principe du conformisme continu se substitue ici la règle des plus nombreux contacts. Au principe du conformisme continu se substitue ici la règle des plus nombreux contacts. Du coude, de l'épaule, du genou, du talon, du corps, dont les diverses parties sont établies sur des axes multiples, presse la limite du cadre où il est inscrit et dessine de cette manière toute une série de triangles,
Ainsi naît une famille de figures qui, sur les masses stables et pesantes de l'architecture romane, font courir dans leur immobilité même une mobilité éternelle. C'est beau ça. Font courir dans leur immobilité même une mobilité éternelle. Et cette sculpture commandée par les lois d'un puissant équilibre se présente comme une suite continue d'expériences sur le mouvement. Fermez les guillemets. Oui, donc on voit là, donc ça c'était intéressant, on dit que au principe du conformisme continu se substitue ici la règle des plus nombreux contacts. Donc ça veut dire que dans l'art roman, il n'y a pas que le conformisme architectural, il peut y avoir une figure qui va jouer des contacts contre les parois, en quelque sorte, donc qui est quand même un peu contrainte par le cadre, encore une fois, mais qui se contraint par le cadre d'une autre manière qu'en transformant son corps pour rentrer dans le cadre et pour avoir des contacts partout avec le cadre, enfin en ressemblant au cadre. On a vu des figures qui ressemblaient au cadre, hein, des têtes qui avaient la même forme que l'arc dans lequel elles étaient. Là, on a une figure qui ressemble pas à son cadre, mais qui est quand même contraint par ce cadre, qui fait tout un tas de contacts avec ce cadre. Et ça produit de l'instabilité et du mouvement. Modèle aux jambes croisées provenant peut-être d'Orient, type auquel on a donné les noms conventionnels de danseurs, grimpeurs, nageurs. Le prophète de Souillac, saint Paul et Jérémie, sur les faces latérales du trumeau de Moissac, ont leur mouvement défini par un rythme de danse. Voir figure 197, page 253. L'Ève d'Autun, appuyée du coude et du genou, s'avance sur la terre comme si elle nageait dans les eaux. Figure la plus insidieuse de cette grande époque. Pourquoi insidieuse? Je ne sais pas. Voir figure 199, page 253. Remarque personnelle, mouvement insidieux comme un serpent qui nage. L'Ève d'Autun appuyée sur le coude et les genoux. Donc là, encore une fois, les membres viennent faire contact sur le cadre, appuyés par les coudes et les genoux, s'avancent sur la terre comme si elle nageait dans l'eau. Oui, c'est vrai que si quelqu'un s'avance sur la terre, donc en fait marche, et s'avance sur la terre comme si elle nageait dans l'eau, ça fait insidieux. Ça fait penser à ce passage dans Mars Attack où il y a l'extraterrestre déguisé en fille qui vient draguer un gars à la Maison Blanche. Elle a une manière insidieuse de se mouvoir, ça fait penser un peu à ça, comme image. Voilà, je mettrai peut-être l'image, mais vous avez qu'à regarder le film, voilà. Album de schéma de Villard de Haunécourt, 2 petits points. Maître d'œuvre Picard, RP, remarque personnelle, les figures géométriques, ouvrez les guillemets, en insistant sur l'intérêt de ce qu'il appelle l'art de géométrie. Donc ça veut sûrement dire géométrie, hein. En donnant le secret de trianguler les figures, il confirme la valeur historique des procédés que nous avons analysés, leur authenticité, leur caractère systématique. Fermez les guillemets.
procédé de schéma géométrique. Donc, voilà. Donc, ce que dit Faucillon, c'est qu'il regarde les dessins de Villard de Hautnécourt et qui dit que ça confirme ses analyses sur le fait qu'il y a des schémas géométriques qui précèdent les formes et qui leur donnent forme et qui les contraignent. La plastique romane est aussi ornementale. L'homme, la bête, le monstre ne sont pas seulement volutes, médaillons, moulures, masses bâties, fonctions. Ils ne s'associent pas seulement les uns aux autres selon les grandes lignes d'un réseau géométrique, ils sont rinceaux et palmettes. La dialectique de la sculpture figurée répète dans son mouvement et dans sa multiplicité la dialectique ornementale. 3 motifs. 1. Le rinceau. 2. L'as de cœur comportant ou non des palmettes. L'as de cœur comportant ou non des palmettes. 3. Le motif constitué par 2 rinceaux adossés de part et d'autre d'un axe. Ces 3 motifs primaires engendrent des variations ornementales nombreuses. S'il ne s'agissait d'expliquer de cette manière que le rythme des symétries par affrontement et par adossement, ou la genèse des monstres bicéphales ou à corps double, nous n'aurions là qu'une trace d'habitude très générale et fort répandue. L'art européen y renonce après le XIIe siècle. Mais c'est tout un système, c'est une immense variété de formes qui se justifie par la dialectique ornementale. Vie ornementale chatoyante et riche, mais fortement organisée, qui prend sa source dans des chiffres abstraits. Ça, j'aurais pu le souligner, je ne l'ai pas souligné, mais il y a une vie ornementale chatoyante et riche. Ça grouille, en fait. C'est un grand bazar. Mais ce grand bazar, il s'inscrit dans un chiffre abstrait. Il est contraint par un chiffre abstrait. Et ça, c'est bien, c'est beau de résumer les choses comme ça. Thème connu dès la haute antiquité. De petits points, la sirène marine à queue double. Enlacement et pénétration des parties assurées par le chiffre abstrait. Si bien, donc, enlacement et pénétration des parties, assurés par le chiffre abstrait. Si bien que chaque bloc ornemental devenu image et figure est comme un petit monde clos, bien serré, compact, qui porte en lui sa propre loi. Un petit monde clos, j'ai souligné. Un monde qui fonctionne en monde clos, qui porte sa propre loi. Fermez les guillemets. Il n'en dit pas plus sur la sirène, mais le livre que je suis en train de lire en ce moment en dit vraiment beaucoup, beaucoup plus sur les sirènes à double queue. C'est l'image à l'époque romane qui dit grosso modo que c'est une manière détournée de faire une femme qui écarte les jambes. Et puis il y a plusieurs interprétations, il donne plusieurs interprétations, Jean Wirth là-dessus. Il dit que ça peut être soit pour faire peur, pour dégoûter du péché de chair,
Il y avait ces 2 raisons, puis il y avait une troisième raison. Je me souviens plus de la troisième raison. Voilà, donc faudrait lire Jean Wierspi, essayer de s'en rappeler. Le tympan est la forme épanouie, plus vaste et diversifiée d'un thème ornemental. Donc, propos sur la dialectique, page 250. J'ai rajouté entre parenthèses propos obscurs sur la dialectique parce que j'ai dû pas les comprendre, hein, voilà. Mais je les ai notés quand même parce que je subodore que doit y avoir un truc intéressant là-dedans, mais bon. Ouvrez les guillemets, mais tandis que le dialecticien se perd dans le dédale de combinaisons vaines, l'imagier, collaborant avec l'architecte, crée un monde, prolonge l'homme au-delà de ses limites, donne une forme et une figure à toutes les audaces de ses songes. Bon, j'imagine que ça doit être la dialectique entre la vie qui grouille, qui se métamorphose, qui est libre, mais qui en même temps est enfermé dans un chiffre abstrait et contraint par un cadre, despotique. Voilà. Le grand titre suivant, c'est Grand 3, les sources. Et on lira ça dans la prochaine vidéo parce que j'arrive bientôt à 1 heure, on est à 56 minutes. Voilà. Tout ce qu'on vient de lire, bon, j'étais fatigué, hein, j'avais la voix un peu enrouée. Mais par contre, tout ce que je viens de lire, c'était un peu ce qui m'était resté en mémoire. Ce qui avait marqué ma mémoire sélective chez Faucillon, c'était ça. C'était le passage où il parle du conformisme architectural en le creusant le plus. Il y a tout là-dedans. Le fait d'être enfermé dans un chiffre abstrait. Il y a tout un tas de choses. Hein. Et puis là, tout de suite, du coup, c'est pas la même chose. Là, à la relecture, c'est pas la même chose qui marquerait ma mémoire. C'est plutôt la manière dont il en parle, quoi, les mots qu'il utilise pour en parler, le fait de parler de despotisme, le fait de... Il y a le despotisme, il y avait d'autres trucs... de toute façon, si je cherche pour retrouver... je vais pas retrouver... C'est de la triche, c'est pas la mémoire sélective qui travaille, mais... le fait... Les mots qu'il utilise pour parler à un moment donné du conformisme architectural, de la manière dont la figure est contrainte par le cadre architectural, sont des mots qui suggèrent un truc un peu politique. Enfin, il dit que c'est l'homme qui est contraint, il dit que c'est la vie qui est contrainte et qui est contrainte par un cadre despotique. Ah oui, et puis ce cadre despotique, il dit que c'est pas une ironie, je sais plus quoi. En tout cas, ce cadre despotique, il n'est pas gratuit. Il a une raison. C'est un peu ça qu'il dit. Et alors, il y a un truc qui nous vient de dessus. Enfin, c'est un cadre transcendant, grosso modo. Hein, ça vient de l'extérieur ça vient du dessus pour nous encadrer, quoi. Bon, donc on recommencera la prochaine fois à les sources, 2 petits points. Je vous souhaite de trouver le temps dans votre vie de lire des livres d'histoire de l'art. Je vous souhaite du temps dans votre vie pour aller vous balader dans des expositions, dans des lieux d'art, dans des endroits où il y a de l'art. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Au revoir.